Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce matin assez tôt, hein? Il est quand même seulement 8 heures. Je m'appelle Josiane Bergeron, je suis coordonnatrice du projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à notre webinaire de ce matin et on l'apprécie énormément. Ça démontre un grand intérêt de votre part de mieux connaître les jeunes de la relève et de ce qu'ils attendent du milieu du travail. Alors, c'est mon organisation qui est responsable de la coordination régionale de conciliation études travail Estrie. Donc, c'est un événement qu'on organise en collaboration avec eux, qu'on appelle gentiment CET Estrie. En fait, depuis 2011, l'ensemble des MRC de l'Estrie se sont dotés d'une démarche en conciliation études travail qui vise à impliquer les employeurs dans la lutte au décrochage scolaire et à participer au développement d'une main-d'œuvre qualifiée en région. Alors, puisque les employeurs ont un rôle important à jouer dans la réussite de nos jeunes, et également, ils contribuent à la lutte au décrochage scolaire, mais également au développement d'une main-d'œuvre qualifiée. On a des agents de conciliation études travail dans chacun des territoires. Alors, on vous invite à les contacter si jamais vous avez des questions, vous voulez avoir de l'information sur conciliation études travail Estrie. Ça va leur faire un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions également. Dans un contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, vous le vivez au quotidien, il devient essentiel pour les employeurs d'être créatifs, d'être innovants dans la gestion des ressources humaines, tout en faisant une place à la main-d'œuvre étudiante et aux stagiaires. Alors, nés après 1993, ces jeunes de la génération Z ont une vision et des besoins, je vous dirais, radicalement opposés de ceux des générations précédentes, ce qui amène plusieurs questions. Comment mieux attirer, mobiliser et retenir ces jeunes que vous embauchez? Comment pouvez-vous contribuer pour favoriser leur réussite? Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, puis pour vous en parler en profondeur de cette génération Z, on est vraiment heureux d'accueillir avec nous ce matin Éléonore Durocher-Bergeron, qui est coach exécutive et consultante. Mais juste avant de commencer, j'aimerais faire un bref survol là, du déroulement puis juste vous rappeler là, quelques modalités de fonctionnement. On a décidé d'être en mode rencontre Zoom ce matin avec vous, donc on n'est pas en mode webinaire, ce qui veut dire qu'on peut vous voir. Donc, on vous invite d'ailleurs à ouvrir vos caméras. Ça va permettre à Éléonore de vous voir. Donc, bien entendu, on vous invite à garder vos micros fermés, mais n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Pour une meilleure expérience, on vous invite aussi à vous mettre en mode affichage intervenant. Donc, dans le bouton droit en haut de votre écran, vous pouvez choisir le type d'affichage que vous voulez. Donc, en étant en mode affichage intervenant, ça va vous permettre de voir Éléonore en gros plan. Ensuite de ça, juste vous dire qu'on est nombreux, donc on vous invite à ne pas utiliser la commande « Lever la main ». On a prévu des blocs d'échange, en fait 2 blocs d'échange avec Éléonore pendant la rencontre. Donc, dans l'onglet « Discussion » ou « Chat », pour ceux qui ont la version en anglais, on vous invite à inscrire vos questions en continu. Donc, notre collègue Lisa va regarder les questions et va s'assurer de les ramener à Éléonore. Bien entendu, vos questionnements, vos commentaires sont publics, tout le monde peut les voir. Finalement, si vous êtes branché, vous avez remarqué qu'on enregistre la présentation. Donc, on sera en mesure de vous faire parvenir l'enregistrement dans les prochains jours et vous pourrez par le fait même là, pouvoir partager le tout à vos collègues qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Alors, c'est maintenant le temps pour moi de vous présenter notre conférencière de ce matin. Donc, Éléonore Durocher-Bergeron. Éléonore, je t'invite à te joindre à nous dans l'écran. Bonjour. Alors, Éléonore est consultante, coach exécutive et facilitatrice dans le domaine de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Au cours des 10 dernières années, elle a été impliquée dans la gestion de programmes, la recherche et l'élaboration de projets dédiés à l'inclusion des jeunes sur le marché du travail. Éléonore s'intéresse particulièrement aux relations intergénérationnelles et interculturelles, aux neurosciences comme vecteur de changement de comportement et aux approches de design thinking afin de créer plus de sens dans les milieux de travail. Alors, sans plus attendre, c'est Éléonore que vous attendez ce matin. Alors, Éléonore, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous un excellent webinaire.
Merci beaucoup, Josiane, pour l'introduction. Merci aussi à toute l'équipe du projet pour la réussite éducative en Estrie de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être avec vous et de vous voir nombreuses aussi ce matin pour cette discussion-là. Donc, je vais partager mon écran avec vous tout au long de notre conférence et j'ai aussi envie de vous dire que l'équipe va vous faire suivre un courriel aussi par la suite avec des outils et on vous invite à poser vos questions dans le chat. Sachez que si je ne réponds pas à certaines questions aujourd'hui, dans l'heure qui suit, ça va faire partie du suivi qui va être fait avec vous. Donc, je vais m'assurer de répondre vraiment en l'entièreté, en fait, là, des questions, moyennant que j'y ai les réponses aussi. Et vous recevrez un courriel par la suite. Alors, ce matin, comme Josiane le disait, il est 8 heures et on est, c'est ça, on n'est peut-être pas encore tout à fait réveillés. Donc, j'ai envie de vous amener un petit peu avec moi dans un parcours où on va faire preuve de curiosité et d'empathie pour cette relève d'étudiants employés qui arrivent sur le marché du travail. Donc, avant de commencer, j'ai envie de vous entendre, de vous entendre, de vous lire dans le chat et de vous ramener, vous, à l'âge de 16, 17, 18 ans. Alors que vous finissiez votre secondaire, que vous aviez votre premier emploi étudiant ou que vous arriviez au cégep, que vous commenciez votre DEP ou que vous preniez une pause pour partir voyager, on ne sait pas. J'ai envie que vous écriviez dans le chat, justement. Là, je voulais vous susciter un brin de nostalgie en me disant qu'il y en a peut-être que, bon, cet élément de la cassette allait faire sourire ou des bons vieux CD-ROM qui représentent en fait notre jeunesse, la musique. Donc, j'ai envie de vous lire dans le chat et que vous écriviez un petit peu, c'était quoi votre première job étudiante? À vous qui êtes là. Donc, première job étudiante. Autocueillette de fraises, le bureau touristique, dépanneur, le dépanneur des parents de mon meilleur ami, garder des enfants, sauveteur, le McDonald's, vendeuse de blé d'Inde. Ma première job étudiante, ça a été d'être animatrice au camp Normand-Léveillé à Drummondville avec des personnes en situation de déficience intellectuelle et d'handicap. C'était ma première job étudiante, j'avais 15 ans et je l'ai obtenue parce que mes parents étaient éducateurs spécialisés. C'était une job étudiante que je prenais principalement parce que je voulais des sous pour pouvoir aller à New York à la fin de l'été. Et pendant que mes amis vendaient, par exemple, des vêtements ou justement travaillaient dans des champs, moi, j'ai découvert justement la différence. Et ça a marqué le restant de mon parcours, ça a marqué mes études, ça a marqué aussi comment j'ai commencé à interagir aussi avec les gens. Et c'est à quoi je me suis intéressée. Et je suis à peu près certaine que pour tout le monde ici qui vient de se rappeler sa première job étudiante, cette job-là, même si elle n'était pas nécessairement en lien avec vos rêves, vos ambitions, vous a aussi marqué pour la suite de votre parcours, que ce soit les gens que vous avez rencontrés, ce que vous y avez appris. Là, maintenant que vous vous êtes ramené dans cette job étudiante-là, j'ai envie de vous inviter à fermer vos yeux. Une petite minute. À fermer vos yeux, à vous ramener, à vous visualiser dans cet emploi-là. Et à vous rappeler justement à ce moment-là, qu'est-ce que vous viviez par rapport à votre choix d'études pour la suite? Qu'est-ce qui vous mettait le plus en colère?
qu'est-ce qui vous donnait de l'espoir? Puis je vous invite à vous rappeler une image avec qui vous passez votre temps. Vous pouvez réouvrir vos yeux après avoir fait ce petit voyage dans le temps-là. C'est important pour moi ce matin de commencer de cette façon-là. Parce que, comme consultante, j'entends en fait souvent des employeurs, par exemple, être en mode « nous, les jeunes », ou être en mode, des fois, jugement, par exemple. Et ce n'est pas un phénomène qui date d'hier. Ce n'est pas un phénomène qui date d'hier parce qu'on a tous et toutes été des étudiants employés. Et on a tous et toutes aussi été des jeunes qui, comme Socrate le disait, les jeunes vont toujours rester en conflit avec les générations qui les précèdent. Et j'ai pour mon dire que ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui qui sont la source du défi en ce moment sur le marché du travail. Les défis sont en lien avec notre capacité à nous adapter à un monde du travail qui se transforme, à une pyramide de la population qui s'inverse, à des jeunes qui, en plus d'être jeunes, sont brillants, sont connectés, sont animés par un sentiment aussi d'urgence de vivre pour sauver notre planète en étant moins nombreux, puis en voulant aussi profiter de la vie au maximum. Et aujourd'hui, je vous amène en fait dans un voyage qui va suivre l'expérience employée, mais du point de vue jeune et qui a pour objectif aussi de vous donner des trucs et astuces de votre côté. J'ai envie que vous mettiez de côté justement les prérogatives du comment ou justement les jugements et qu'on soit plutôt à la place d'eux. Là, Josiane ou Lisa, justement, j'avais prévu pour la suite que vous puissiez avoir accès en fait à une fiche Persona que vous avez reçue par courriel, donc qui est un outil qui peut être utilisé justement quand on conçoit des expériences ou quand on pense au marketing. Donc, on se met à la place de la personne qu'on tente de joindre. Je vous ai fait une fiche pour que vous puissiez prendre des notes et réfléchir aussi à des questions que vous pouvez vous poser, vous, spécifiquement, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre secteur, face justement aux jeunes de la relève que vous tentez d'attirer, en lien avec leurs attentes, leurs problématiques et justement ce qu'ils perçoivent du marché du travail. Donc, à titre, c'est ça, de rappel, j'aime ça faire toujours un peu une parenthèse. Je parle ce matin de la génération Z, mais j'ai toujours un bémol parce que le concept de génération, c'en est un qui est sociologique, qui est marketing beaucoup. Je vais apporter des faits qui sont issus de différentes recherches d'organismes communautaires, de chaires de recherche sur la jeunesse du Québec. Mais c'est toujours à prendre avec je vais dire, un sens critique parce qu'au final, chaque humain aussi est différent et unique. Donc, je ne veux pas non plus que ça fasse en sorte qu'on mette tous les jeunes de plus que 1993 dans le même panier non plus. Ce n'est pas ça le but. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des grandes tendances. Donc, pour rappel, juste un petit comparatif, parce qu'en ce moment, il y a... en fait, il y a 4 générations qui se côtoient dans les milieux de travail. Bientôt 5, parce que là, on parle de la génération Z, qui est 1993 et plus. Il y a aussi la nouvelle génération Alpha, qu'on appelle, qui est celle de 2010 et plus. Donc, elle a 12 ans aujourd'hui, considérant que certains commencent à travailler à 14 ans dans quelques années, dans 2-3 ans.
elle va arriver aussi sur le marché du travail. Donc, la génération en ce moment côtoie, donc, elle côtoie les X. Ça, c'est ceux qui sont nés entre 1965 et 80. La génération X, c'est celle qui a fait qui a amené, dans le fond, beaucoup de changements en lien avec l'équilibre travail-famille sur le marché du travail. C'est la génération ordinateur portable, c'est la génération texto, c'est la génération qui valorisait un leadership de compétences et qui valorisait aussi beaucoup l'avancement, le statut social. Juste après vient la génération Y ou les milléniaux. Et ça, c'est les 1980 à 1993. Et ça, c'est la génération qui a apporté beaucoup le concept de liberté et de flexibilité dans les milieux de travail aussi. C'est ceux qui ont aussi préparé beaucoup de secteurs ou d'entreprises à faire face à la pandémie. Et c'est la génération qui a vu apparaître, en fait, la technologie. Donc, qui n'est pas née nécessairement avec, qui l'a vu apparaître. Et c'est une génération qui, elle, a beaucoup amené le concept de ce qui compte le plus au travail, c'est, oui, la liberté, la flexibilité, mais l'expérience. Tu sais, c'est la génération aussi nomade digitale. C'est la génération aussi qui a amené beaucoup le concept de rassemblement, de rapport plus égalitaire aussi dans les milieux de travail. Et finalement, on arrive à la génération Z, et c'est celle à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, qui est la première génération qui est littéralement née avec la technologie et qui a vu, en fait, leurs grands frères, leurs grandes sœurs aussi, bon, aller vers plus de liberté, de flexibilité, partir en voyage, sac à dos, qui a vu leurs parents être aussi dans ce mode-là d'équilibre travail-famille davantage, mais aussi quête du statut social. Donc, c'est la génération qui, elle, puis je vais en parler davantage dans quelques instants, mise plus sur la passion, l'épanouissement au travail. C'est pas la génération tablette, c'est pas la génération ordinateur, c'est la génération tout. Donc, c'est une génération qui multitask, mais qui multi-device aussi. Donc, je vais en reparler du temps d'attention aussi. Et c'est la génération qui mise le plus sur l'égalité, la communication, le dialogue. Et ce qui compte le plus au travail, oui, c'est la passion et l'épanouissement, mais c'est surtout cette recherche-là de vérité, d'équité, de réalité, de tangible aussi, et de sens. Donc, pour notre voyage aujourd'hui, j'ai envie, en fait, de faire une petite aparté sur souvent comment les relations humaines se construisent dans les milieux de travail intergénérationnels, interculturels, avec l'analogie de l'iceberg que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà vu. Et j'aime bien utiliser cette analogie-là parce que elle me permet de faire le parallèle avec le fait que souvent, au quotidien, en fait, comment on va interagir avec les autres ou ce sur quoi on va baser nos interventions, nos interactions, c'est ce qu'on voit. C'est le connu, c'est le visible, c'est la façon d'agir des gens. Donc, c'est la même chose avec les jeunes. La façon d'agir, c'est la partie visible de l'iceberg. Et dans la nature, la partie visible, c'est seulement 10 %. C'est 10 % de l'iceberg qu'on voit. Et c'est la même chose avec un être humain. Ce qui va influencer ce qu'on voit des gens, c'est ce qu'il y a le plus creux en dessous de l'eau. C'est la façon de ressentir, d'abord. C'est la façon de voir le monde, c'est nos valeurs, c'est la perception qu'on a de soi, c'est notre histoire, c'est notre contexte socio-économique qui a influencé comment on ressent. Et comment on ressent influence comment on pense, et comment on pense influence comment on agit. Donc, si on veut pouvoir s'adapter puis transformer des cultures organisationnelles pour aller vers plus d'inclusion, que ce soit intergénérationnel ou interculturel, il faut d'abord et avant tout faire preuve de curiosité et d'empathie pour nos humains et pour ce qui est invisible,
Parce que quand deux icebergs se rencontrent dans la nature, la partie qui se touche en premier, qui cogne, c'est pas le dessus, c'est le dessous. Et c'est ce qui crée souvent, justement, les conflits interculturels intergénérationnels. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener, en fait, dans la peau de Laura. De Laura et de ses amis. Donc, Laura a 16 ans. Et Laura, ça va être mon persona. Laura, évidemment, n'est pas tout le monde, mais Laura va représenter des grandes tendances. Et Laura va vous parler de sa vision du monde, de la façon dont elle le ressent, de ce qui a aussi influencé ses états d'âme récemment, soit la COVID-19, qui est un élément quand même important aussi de cette génération-là. Et Laura va cheminer à travers, en fait, une expérience employée. Donc, pour ceux et celles qui seraient moins familières avec ce concept-là, ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais l'expérience employée, c'est vraiment la façon de concevoir la vie d'un employé chez nous à travers 5 grandes étapes clés, soit l'attraction. Donc, comment on va diffuser justement ce qu'on a offert comme poste, comment on va se rendre attrayant. Donc, comment on va faire en sorte que Laura découvre notre poste. Ensuite, le recrutement, donc tout le processus de datation, d'entrevue, d'évaluation avant l'entrée en poste. Puis vient l'accueil. On utilise souvent le terme onboarding. Donc, vient l'accueil et cette période d'intégration-là. Et vient la vie de l'employé, donc où justement on veut mobiliser cette personne-là, l'engager dans son quotidien. Et vient le moment finalement de s'assurer aussi de retenir et de fidéliser cette personne-là pour qu'elle puisse devenir ambassadrice ou ambassadeur idéalement auprès de ses pairs. Alors, on part aujourd'hui dans la vie de Laura et ses amis. Juste pour vous ramener, dans le fond, avant le 12 mars 2020, Laura était dans la rue tous les vendredis. Laura était dans la rue, elle était largement influencée par Greta Thunberg, qu'on connaît, et elle militait. En fait, elle concevait que sa place avait plus de valeur dans la rue à militer pour l'avenir de la planète que d'être à l'école, parce que ça faisait plus de sens à ce stade-ci. Et ça faisait plus de sens aussi parce que la valeur de l'école et ce qu'on y apprend est de moins en moins comprise parce que c'est une génération qui est très pratico-pratique, c'est une génération qui est née avec la technologie et qui est très autodidacte, donc qui se renseigne, qui apprend 1000 choses sur YouTube et qui, des fois, ne comprend plus le lien entre, justement, aller s'asseoir longtemps et la réalité. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une génération qui, avant même la pandémie, est exposée au fait que 80% des emplois en 2030, avant la pandémie, n'existaient pas encore. Donc, à cause de la transformation rapide du marché du travail. Donc, comment on fait pour s'orienter? Comment on fait pour se motiver pour aller à l'école quand on ne sait pas nécessairement justement dans quoi étudier parce que tout va tellement vite. Donc, ce qui est important, c'est le ici, maintenant, surtout. Et tout ça s'est accéléré avec justement l'impact de la pandémie. Je vais en reparler dans quelques instants. Donc, Laura, en ce moment, ce qui est important pour elle, c'est l'éco-responsabilité. C'est la place qu'on fait à la diversité aussi. Donc, l'humanisme en général est très important pour Laura. Et Laura s'intéresse à la santé mentale, déjà beaucoup, elle est très sensibilisée. Donc, elle s'intéresse à la diversité d'un point de vue de genre, pluriethnique,
à l'inclusion aussi qu'on fait justement, par exemple, aux personnes qui vivent de l'anxiété, qui ont différentes différences aussi. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là aussi, en fait, Laura, elle est en recherche identitaire, elle est aussi en recherche identitaire professionnellement. Et c'est une période où ce qui va avoir le plus d'influence sur elle pour déterminer son choix de carrière, c'est principalement sa famille. C'est les exemples qu'elle a autour d'elle. Ensuite viennent ses amis, ensuite viennent l'Internet et viennent en dernier lieu justement les professionnels de l'orientation. Donc, elle s'oriente en fonction de ce qu'elle a autour d'elle et ce qu'elle a autour d'elle, c'est principalement des gens qui occupent des professions aussi qui sont plus traditionnelles, qui existent depuis un petit peu plus longtemps. Donc, elle n'a pas nécessairement accès à des modèles de professions émergentes ou elle n'a pas nécessairement accès justement à de l'inspiration par rapport à des secteurs qui sont autres que ceux qu'elle a autour d'elle. Donc, c'est important de l'inspirer. C'est important si on veut l'attirer aussi, si on est dans un secteur, par exemple, qui est peut-être moins connu ou moins traditionnel, de se faire connaître auprès de Laura, directement auprès de son école ou justement directement auprès, si vous avez des employés qui, eux, ont des ados, de passer par eux pour faire connaître votre secteur, justement, auprès de leurs jeunes, de miser sur l'importance, de faire découvrir les métiers de votre secteur. Donc, Laura s'intéresse, oui, à l'éco-responsabilité, à la diversité, mais surtout, en fait, elle s'intéresse, en fait, au sens du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, là, je vous ai mis des petites blagues pour aborder différents sujets. Les générations d'avant travaillaient parce que ça allait de soi d'avoir un revenu, de se loger, de fonder une famille. Pour Laura, la consommation n'est pas nécessairement ce qui est le plus important. Et comme elle veut, dans le fond, prendre soin de la planète, l'éco-responsabilité soutient aussi la décroissance. Donc, l'idée de travailler beaucoup, de faire beaucoup d'argent, ne revêt pas de sens. Ce qui revêt du sens pour Laura, par contre, c'est de cultiver ses rêves, ses ambitions et de trouver surtout un emploi qui va la passionner. C'est sa préoccupation numéro 1, de trouver un emploi qui va la passionner en fonction de ses valeurs et surtout de ses forces. L'autre chose en ce moment qui préoccupe Laura, c'est que la pandémie, en fait, a affecté grandement sa motivation. Pendant la pandémie, ce sont les élèves du secondaire qui ont été les plus affectés au niveau de la motivation et on parle de chiffres vraiment catastrophiques, là, de diminution de plus de 70 % de la motivation. Donc, secondaire beaucoup plus affecté que collégial et que universitaire. Et les dernières études récentes montrent une hausse de la motivation, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Mais cette hausse-là n'est pas significative, là. On parle d'un 5 % environ de hausse de motivation. Donc, Laura, sa motivation a un petit peu diminué. Elle a échoué dans certains cours, donc elle doit reprendre peut-être des cours cet été. Donc, si elle se cherche un emploi d'été, elle pense aussi à trouver quelque chose qui va lui permettre de reprendre un peu de cours, d'étudier, tout en travaillant. Et surtout, en ce moment, comme la plupart de ses amis, Laura avait en tête une idée de carrière, mais comme 1 jeune sur 4 pendant la pandémie, ce qui est énorme, elle a changé d'idée et elle réexplore aussi ce qui l'intéresse. Donc, Laura a été exposée au fait que ses parents travaillaient de la maison. Elle a découvert finalement que le marché du travail n'était pas ce qu'elle pensait parce qu'elle les a vus travailler sur l'ordinateur, être stressée. Et Laura s'intéressait, par exemple, au milieu de l'éducation ou de la santé. Et la pandémie l'a amenée, en fait, à revoir ses choix. Parce que la pandémie a influencé la désirabilité de certains secteurs, évidemment. Et sans rentrer dans les détails des secteurs qui ont perdu la désirabilité auprès des jeunes et ceux qui en ont gagné, le facteur numéro 1 qui a influencé
la perception de désirabilité d'un secteur, c'est l'impact qu'il a sur les humains. C'est l'utilité du secteur. Et surtout, c'est la façon dont les gens sont traités comme humains et comme employés dans ce secteur-là. Donc, pour chercher son emploi d'été ou son emploi étudiant, Laura, en ce moment, passe du temps à jaser avec sa famille, avec ses amis et surtout sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux de prédilection qui sont TikTok et YouTube, où elle défile des vidéos par besoin d'évasion, puis par besoin aussi de se changer les idées. Donc, Laura accorde beaucoup d'importance, en fait, au plaisir, puis au rire. Et son attention est assez limitée. Donc, ce qu'elle voit passer, c'est d'autres amis qui font des vidéos. Et là, je vous ai mis en blague des TikTok de ce qui se passe à la crèmerie de Quaticook ou au IGA à Sherbrooke. Donc, cette histoire-là, elle reflète des grandes tendances qui peuvent être utilisées, en fait, pour, en premier lieu, attirer la relève au sein de votre entreprise. La première chose, bien évidemment, c'est de penser à la façon dont on communique de manière générale sur notre entreprise, sur notre organisation. Donc, il faut penser à la place qu'on donne justement à communiquer davantage notre impact, la vision qu'on a, nous, du monde, nos valeurs, donc notre culture en général aussi. Et là, des fois, j'ai des gens j'ai une compagnie de portes et fenêtres dans une conférence qui m'a dit « Ouais, mais nous, on n'a pas d'impact. » Je disais « Mais c'est pas vrai. Vous faites des portes et fenêtres, dans le fond, puis c'est vous qui êtes fournisseur pour la plupart des nouvelles maisons de toutes les familles, dans le fond, dans la région de Victoriaville. » Ça, c'est les grands frères, les grandes sœurs, des jeunes que vous essayez d'attirer. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient communiquer un impact très simple, qui était de permettre justement aux jeunes qui ont moins accès à la propriété, qui se font construire des maisons éco-responsables, d'avoir accès à des portes et fenêtres qui sont à prix raisonnable, qui ont quand même une éco-responsabilité et tout, et ça a été mis davantage de l'avant. Donc, ça nécessite des fois de mettre de l'avant des choses qui existent déjà dans votre culture d'organisation. Ça nécessite peut-être aussi d'avoir des réflexions de fond sur comment on fait les choses. Mais l'important, c'est de le mettre de l'avant pour attirer la relève. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est d'utiliser le bon canal, le bon message pour la bonne personne. Donc, plutôt que de se dire, je publie une offre d'emploi, puis dans le fond, je veux attirer n'importe qui pour une job d'été ou un emploi à temps partiel, ça vaut la peine de se questionner sur quel est le profil, dans le fond, du jeune ou de la jeune qui va vraiment être en adéquation avec ce que vous offrez et de peut-être focusser sur des moyens pour aller rejoindre spécifiquement ce jeune-là. Je donne un exemple très concret. Vous êtes propriétaire d'une animalerie. On peut penser qu'avant, ça aurait été facile d'attirer n'importe qui pour un emploi d'été, pour être caissier, commis, etc. Maintenant, c'est plus difficile à cause de la pénurie de main-d'œuvre et justement de toutes les réflexions que cette nouvelle génération-là a et se remet en question. Donc, on peut se dire, moi, ce que j'offre, dans le fond, c'est des outils pour prendre soin des animaux, c'est du contact avec des humains. Donc, qui va être intéressé par ça? Bon, des jeunes qui aiment les animaux, des étudiants de la technique en soins animaliers. Donc, il faut penser à se dire quelles sont mes valeurs, comment mon entreprise ressent, puis ça va être qui exactement la personne qui va fitter avec ça. Elle se trouve où? Donc, il y a des liens à faire, notamment avec les milieux de l'éducation spécifiques en lien avec votre secteur. Il y a aussi des liens à faire avec d'autres marques de votre secteur qui sont populaires auprès des jeunes. Parce que c'est quelque chose qui ressort donc, au niveau de l'influence. Donc, il y a l'influence sur les choix professionnels, les choix d'emploi, qui passent énormément, en fait, par la famille, les amis. Mais de manière générale, en termes d'influence sur les réseaux sociaux et Internet,
Les facteurs, si on veut, là, les facteurs prédominants, la première source d'influence, ça va être les amis. Donc, évidemment, si vous avez déjà des jeunes de la relève dans votre entreprise, c'est intéressant de penser à leur offrir des incitatifs pour qu'eux, dans le fond, diffusent vos offres d'emploi, parce que c'est la première source d'influence auprès des autres, les amis. Deuxième source d'influence, dans le fond, c'est les marques également. Donc, des marques populaires. Et on a une génération, bon, qui malheureusement, génération Netflix aussi, s'intéresse beaucoup à des marques internationales. Mais il y a une influence qui est quand même perceptible de marques qui sont populaires auprès d'eux ou qui sont connues. Puis il y a des phénomènes qui sont très régionaux aussi. Donc, je ne suis pas de la région de l'Estrie, mais je suis certaine qu'il y a des marques qui sont propres à votre coin aussi, qui leur parlent beaucoup et avec qui vous pouvez vous associer pour faire connaître vos offres d'emploi également. Donc, ça, c'est au niveau de la consommation des médias sociaux par Laura. Et au-delà, dans le fond aussi, c'est ça, du bon canal, la bonne personne, il y a la question aussi de comment comment vous allez diffuser votre offre. Donc, j'ai parlé tout à l'heure que c'est une génération qui est multi-device, qui est sur plusieurs appareils, qui accorde beaucoup d'attention au ludisme et qui va avoir une attention dispersée. Donc, une longue description de poste écrite avec du jargon, c'est sûr que ça passe inaperçu. On veut quelque chose qui est court, qui est drôle, et on veut oser varier les formats. Donc, c'est sûr que j'en ai parlé aussi, la vidéo est particulièrement populaire auprès de la génération Z, donc pourquoi pas aller vers la vidéo pour présenter votre offre d'emploi. Puis finalement, c'est aussi, en fait, Laura. Laura est à la recherche, comme je disais, de vérité, d'authenticité. Donc, c'est une génération, puis tu sais, ça, les grandes marques l'ont compris aussi rapidement, c'est une génération qui est extrêmement sensible à tout ce qui va être greenwashing, tu sais, le fake, l'embellissement. On peut penser même à toutes les marques, par exemple, de mode qui misent sur la diversité corporelle, puis les photos non retouchées. C'est une génération qui est extrêmement sensible à est-ce que ce que je vois est vrai ou pas. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'embellir ou de mentir sur ce qui se passe vraiment dans votre entreprise. C'est d'être vrai, de présenter les vraies personnes qui travaillent là. De présenter peut-être même de manière drôle, des défis au quotidien aussi. Donc, vous pouvez aller vers ce type aussi d'innovation-là. Et finalement, pour attirer Laura, je trouve ça important de revenir sur les conditions parce que quand le projet pour la réussite éducative m'a partagé un peu les questions que vous aviez, il y avait la notion aussi de dire, on est dans le secteur du commerce de détail, nos salaires ne sont pas compétitifs, etc. Le fait est qu'il n'y a pas que le salaire qui est important actuellement, puis il y a moyen de se démarquer avec des petites choses. Premièrement, je trouve ça important de faire l'aparté sur le fait qu'avant la pandémie, c'était une génération qui ne priorisait pas nécessairement l'argent. Donc, le plaisir, le bien-être, le dialogue étaient des valeurs au travail qui étaient largement en avant dans les sondages versus l'argent. Par contre, la pandémie, voir des proches, voir des parents perdre des emplois, se remettre en question par rapport à sa carrière, avoir du temps pour penser aussi au marché du travail, a fait en sorte que la stabilité générale d'emploi, les perspectives d'emploi et la question de l'argent ont remonté dans les priorités de la génération Z. Donc, c'est intéressant parce que c'est un nouveau besoin qui émerge, c'est celui de dire, devant autant d'incertitudes face au marché du travail, mon nouveau besoin, c'est d'être capable de me projeter, oui, à court terme, parce que c'est une génération qui change fréquemment d'emploi, mais minimalement. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de mettre de l'avant, par exemple, que vous offrez un emploi qui est sur plusieurs étés ou que c'est un emploi d'été, mais que vous allez décider de l'offrir
super flexibles les week-ends, les soirs, par exemple, durant la suite de l'année scolaire. Donc, ils n'auront pas besoin de se chercher un autre emploi. Ça peut être des choses intéressantes à mettre de l'avant. Et ce qui est aussi un autre aspect auquel on peut penser, c'est toute cette notion-là de plaisir, de ludisme et de communauté dans l'offre d'emploi. Donc, on peut mettre de l'avant avec qui ils vont travailler. On peut mettre de l'avant aussi des avantages auxquels des fois on n'avait pas pensé. Là, je donne un exemple, mais de dire, OK, ben oui, j'offre un salaire minimum pour l'été, sauf que si tu travailles à ma crèmerie, dans le fond, tu as 5 amis qui ont le droit illimité à de la crème glacée tout l'été. Donc, c'est un exemple très simple, mais c'est pour démontrer qu'on peut penser, quand on s'intéresse et qu'on fait preuve de curiosité justement à la relève qu'on va aller chercher, c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses intérêts, on peut penser à des avantages qui ne sont pas nécessairement monétaires. Et ces avantages-là, au-delà, dans le fond, de penser à l'importance qu'ils accordent aux amis, à la famille, on peut penser aussi à ce besoin de flexibilité, d'équilibre pour avoir du temps pour ses intérêts personnels également. Donc, on peut revoir comment on affiche le poste. On peut revoir aussi, dans le fond, plutôt que d'afficher un poste à temps plein, on peut penser afficher 2 postes à temps partiel aussi. Ça peut être des idées pour offrir davantage de flexibilité. Alors, ça, c'est des trucs et astuces pour attirer l'aura. Maintenant vient le temps donc, de la recruter. Vous avez réussi à vous démarquer. L'aura vous a appelé parce que c'est une génération qui est beaucoup plus proactive. C'est une génération aussi qui mise beaucoup plus sur l'autonomie. Donc, c'est ce qu'on observe en ce moment aussi beaucoup, c'est que des fois, il y a moins d'envoi de CV. C'est une génération qui va être plus aussi dans l'exploration ou le réseautage informel, donc qui va vouloir passer vous rencontrer, voir. Donc, si vous avez réussi, dans le fond, à attirer, bien, ça peut être intéressant aussi de repenser le processus de dotation auprès de cette génération-là. Et dans les points que je trouve intéressants à mettre de l'avant, c'est l'importance de considérer comment les jeunes, en fait, conçoivent le rapport aussi à l'autorité, ce qu'ils recherchent chez un patron ou une patronne. Parce que c'est là où vous allez aussi pouvoir tirer votre épingle du jeu pendant le processus de dotation. Alors, la génération Z, c'est aussi une génération qui a été extrêmement exposée aux réseaux sociaux, extrêmement aussi exposée à l'anxiété de performance. Ça va faire 12 ans, en fait, que j'ai géré aussi des équipes plus jeunes. En ce moment, je coach aussi des jeunes en transition, beaucoup du secteur universitaire. J'ai été gestionnaire aussi dans un OBNL qui travaillait auprès de la génération Z et qui engageait exclusivement des gens de moins de 30 ans, même 25 ans. Et j'ai vu, moi, ce changement-là de paradigme par rapport à la performance. Et ça vient du fait que Laura, elle est exposée tous les jours. Donc, elle est beaucoup sur son téléphone, mais elle est exposée à de la comparaison non-stop aussi. Et cette anxiété de performance-là, en fait, se traduit beaucoup aussi dans les désistements aux entrevues et ne serait-ce que même dans la passation de l'entrevue. Donc, mettons-nous à la place de Laura pour se donner des trucs et astuces. La première, c'est de peut-être scinder le processus de recrutement avec une pré-étape. Évidemment, je vous présente des trucs et astuces. Il faut penser aussi en termes de vélocité, de rapidité, parce que c'est ça, les intérêts changent vite. Hein? L'attention aussi est plus courte. Donc, une pré-étape, ça peut être tout simplement d'avoir un premier contact qui vous permet d'être plus informel avec Laura avant de, par exemple, avoir une entrevue un petit peu plus formelle dans votre entreprise.
Et la pré-étape, normalement, devrait vous permettre d'établir un peu votre personnalité. Donc, oui, de remettre de l'avant tout ce que j'ai mentionné dans l'étape attirée, mais ce que Laura recherche en ce moment principalement, c'est un ou une gestionnaire qui va lui, en fait, qui va être avant tout humain ou humaine. Donc, c'est dans le top des choses qui sont recherchées. Ce qu'ils vont rechercher aussi, c'est des gens qui vont miser beaucoup sur la reconnaissance. Et ça, c'est directement en lien aussi avec l'anxiété de performance. Ils vont chercher aussi, dans le fond, quelqu'un qui est à l'écoute de leurs besoins et qui favorise leur dépassement professionnel. Donc, c'est le temps de mettre de l'avant aussi la personnalité du chef d'équipe ou justement, c'est de la personne qui va être au quotidien avec notre futur employé étudiant et d'établir cette relation de confiance-là préalablement. Donc, ça augmente les chances aussi que la personne poursuive dans le processus de recrutement. L'autre chose qui est importante à considérer, c'est le fait que c'est une génération qui recherche justement ce dialogue-là, cette relation-là. Donc, les chiffres haussés, mais c'est toujours entre 80 et 90 % des jeunes de la génération Z qui s'attendent à avoir du mentorat en milieu de travail. Donc, dès le processus de recrutement, moi, j'encourage beaucoup les employeurs à s'intéresser à la personne, à s'intéresser à ses motivations, à s'intéresser à ses craintes, à s'intéresser à ce qu'elle considère être ses forces et à démontrer de l'intérêt pour le fait qu'on veut maximiser ça aussi en cours d'emploi. Et évidemment, l'autre petit truc aussi, c'est que par rapport à tout ce que la pandémie a apporté en termes de chamboulement, d'anxiété, de remise en question, et cette propension-là au court terme, c'est une génération qui a besoin de beaucoup de pratico-pratiques, donc de tangibles, de choses dans le court terme avec des échéances ou des délais clairs. Donc, si vous êtes en processus de recrutement, établissez clairement, dans le fond, quand est l'entrevue, à quel moment, où ça va être quoi la suite, etc. Donc, c'est important d'être vraiment clair, court terme, pratico-pratique pour les rassurer le plus possible. Et finalement aussi, dans le cadre du processus de recrutement, c'est le temps aussi de s'intéresser au fait que c'est une génération extrêmement créative et innovante. Et comme j'ai dit, Laura était dans la rue juste avant la pandémie, elle voulait changer le monde. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à comment, par exemple, notre employé étudiant, pendant l'été, pourrait mettre à profit sa créativité. Est-ce que c'est en regardant, là, je reviens encore à la crème glacée, mais est-ce que c'est en regardant, par exemple, les tendances sur TikTok, puis en lui disant, moi, j'ai envie que tu me dises, dans le fond, que tu me motives à trouver une nouvelle sorte de crème glacée, etc. Donc, c'est le temps de leur démontrer qu'on va vouloir aussi tirer profit de cette créativité-là dans le processus d'entrevue, en posant des questions et en mettant de l'avant aussi ce que vous pouvez leur offrir à ce niveau-là, parce qu'ils sont extrêmement motivés par les défis et par l'apprentissage, et ça commence dès le recrutement. L'autre chose que je trouve importante de mettre de l'avant, c'est de penser à votre équipe à vous de recrutement aussi. Est-ce que votre équipe, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nos processus de recrutement, des fois, vont peut-être être moins teintés factuellement, vont peut-être être moins axés sur la compétence ou sur justement les savoir-être ou les savoir-faire requis pour le poste, puis peut-être plus sur des affinités. Et les affinités sont teintées par notre iceberg directement, évidemment. Donc, je vous mets dans le chat, juste par plaisir, un test gratuit que vous pouvez faire, qui est en français, qui est dirigé par l'Université d'Harvard
et qui vous permettent de prendre conscience de vos propres biais à vous. C'est quelque chose aussi que vous pouvez faire comme activité d'équipe. Donc, quels sont vos biais? C'est-à-dire, quelles sont les associations? Donc, il y a toutes sortes de biais que notre cerveau fait. Quelles sont les associations naturelles qu'on va faire en fonction justement de notre bas d'iceberg, en fonction de notre histoire, de nos valeurs, de notre background socio-économique. Et souvent, les biais, en fait, sont même pas conscients. Sont même pas constants. Et ce sont les biais qui forgent les préjugés qui forgent les stéréotypes et les stéréotypes qui forgent la discrimination. Et ce sont aussi les biais qui alimentent beaucoup les réactions émotives. Donc, des fois, c'est intéressant de prendre un peu de recul par rapport à quelle est la perception qu'on a, nous, en ce moment, des comportements, justement, de la génération Z ou, par exemple, de gens ayant une différence par rapport à la nôtre. Parce qu'en entrevue, ce qui peut être perçu comme un manque de respect pour vous ne l'est pas pour l'autre personne. Et on va rester dans l'émotion tout de suite par rapport à cet événement-là. Donc, c'est important qu'au niveau du recrutement, il y ait une réflexion qui soit faite aussi sur l'objectivité des gens qui font le recrutement, puis l'empathie et leur curiosité. Fait que je vous laisse aussi un autre outil, en fait, 2 autres outils dans le chat. Un jeu et aussi une simple lecture aussi qui peut être partagée avec votre équipe par rapport à cette réflexion-là. Donc, voilà un petit peu pour les trucs pour le processus de recrutement. Donc, c'est important aussi de peut-être leur donner accès à un avant-goût. Un avant-goût du poste. Des fois, ça peut être aussi un investissement à faire. Donc, de faire l'entrevue concrètement dans le lieu de travail ou même lors de l'entrevue. Donc, tu sais, c'est une génération qui est très sociale aussi, puis qui va concevoir ses choix d'emploi beaucoup au contact de d'autres humains significatifs. Donc, pendant le processus d'entrevue, bien, pourquoi pas donner accès à des collègues ou donner accès, par exemple, tout de suite après l'entrevue. Moi, c'est quelque chose que je faisais là, avec mes processus. C'est sûr que j'étais avec une clientèle qui était plus universitaire, mais tout de suite, lors de l'entrevue, je disais, écoute, va sur Facebook ou va sur LinkedIn. J'avais déjà des employés identifiés qui étaient comme un peu des ambassadeurs. Je disais, va écrire à telle personne, puis pose-lui des questions sur mon style de gestion, sur la réalité, tu sais, dans le bureau, etc. Donc, d'être proactif et de leur permettre d'aller discuter déjà avec des gens, c'est un gros plus aussi. Alors, pendant le recrutement, moi, je vous invite à passer, en fait, du mode intervieweur au mode écoute. À passer aussi du mode je pose des questions pour répondre à mes besoins à un mode je pose des questions pour valider des savoir-être, des savoir-faire qui sont là, mais surtout, je pose des questions pour voir c'est quoi les motivations, c'est quoi les ambitions de cette personne-là et faire des liens avec ce que moi j'offre. Parce que les derniers sondages post-pandémie, dans le fond, oui, démontrent la grande remise en question de la génération Z face au choix de carrière, mais démontrent également qu'ils se définissent avant tout à partir de leurs valeurs et de leurs ambitions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre au cœur de toute l'expérience employée également. Et je vous ai mis aussi, dans le fond, des idées de questions. Vous allez avoir accès à mon PowerPoint. Je vous ai mis des idées de questions justement pour mettre l'emphase, que ce soit autant une fois en poste que pendant, dans le fond, l'entrevue, pour vous intéresser justement à la croissance, au développement de cette personne-là, qui est un des facteurs de motivation prédominants. Alors, maintenant, on a réussi à rejoindre Laura. Laura a réussi à passer l'entrevue. Dans le fond, elle a trouvé que vous étiez à l'écoute, qu'elle se sentait en confiance, elle se sentait rassurée. Elle voyait la possibilité justement de vivre une expérience cet été où elle allait avoir accès à d'autres jeunes comme elle qui partagent sa vision du monde. Elle a accès aussi
au fait que, ben, elle sait que quand elle va entrer en poste, elle va être formée, elle va être accompagnée. Elle a aussi compris qu'elle allait pouvoir continuer son emploi et tout en faisant aussi son cours d'été puis en modifiant son horaire à l'automne. Donc, et comme Laura est en recherche un peu de sens et qu'elle s'intéresse au domaine animalier de manière générale, ben, elle a décidé que c'était une bonne expérience pour elle d'aller travailler à votre animalerie. Vient le temps maintenant de l'accueillir. Donc, en fonction un petit peu de sa perception, il y a différents éléments qui vont être importants dans cette phase-là parce que c'est celle qui est la plus critique. Et souvent, surtout dans le cas d'un premier emploi, ça ne va pas juste être déterminant pour vous, garder votre employé, ça va être déterminant bien au-delà de ça. Ça va être déterminant peut-être même pour sa persévérance scolaire. Donc, je vous ai ramené en début de conférence sur votre premier emploi et sur l'impact que ça a eu. Imaginez-vous que vous êtes un peu éco-anxieux, que vous n'êtes pas trop certain de ce que vous voulez faire comme emploi, que la place du travail, dans le fond, vous savez que c'est important le travail, mais en même temps, vous êtes un peu confus parce que vous avez vu vos parents être un peu découragés pendant la pandémie. Là, vous avez fait le choix de prendre un emploi d'été. Et pas pour l'argent uniquement, mais vraiment parce que vous vous dites que ça va vous donner une première expérience, que ça va être le fun, ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes puis de vous dépasser. Mais si en arrivant sur les lieux de travail, finalement, vous êtes tout seul, vous êtes laissé à vous-même, ou que vous êtes confronté, par exemple, justement, à des conflits qui ne sont pas pris en charge, à toutes sortes de facteurs anxiogènes, ça peut avoir un impact sur même le retour à l'école à l'automne. Alors, cette étape-là, elle peut être conçue en tenant compte justement, premièrement, de l'aspect très autodidacte dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'autonomie et de la place que le feedback et l'évaluation en continu, plutôt que, par exemple, juste une évaluation après les 3 premiers mois en poste. Donc, on va vouloir avoir un processus d'accueil qui favorise, en fait, qui est prévisible, premièrement. Il y a beaucoup d'importance à accorder à la prévisibilité. Donc, on veut, par exemple, déjà avoir fourni le plan d'accueil ou déjà aviser justement notre jeune des étapes qu'il va devoir passer pour être formé ou de qui va être avec lui à quel moment. On veut aussi être clair sur les attentes par rapport à cette anxiété de performance-là que j'ai nommée. Donc, soyez clair dans le processus de dire, bien, normalement, là, je dis n'importe quoi, mais normalement, mon attente, c'est que dans 3 semaines, tu sois capable, je pense que ça prend moins de 3 semaines, mais de te servir de la caisse enregistreuse. Et pour y arriver, bien, dans le fond, tu vas avoir une formation avec tel truc, on va te laisser, dans le fond, tu vas faire la caisse enregistreuse supervisée par telle personne, puis on va voir comment ça va à tel moment. Donc, c'est un exemple très concret de comment on peut présenter justement le plan d'intégration au niveau de l'acquisition, du savoir-faire pour le poste, parce que c'est vraiment une grande source d'anxiété. Et ça s'applique aussi beaucoup au secteur, je l'ai beaucoup vu là, dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, quand c'est des premiers emplois. C'est un facteur vraiment important. Parce que justement, puis là, vous l'avez vu, c'est pas un mythe. Il y en a beaucoup qui vont se présenter à la première journée et qui vont juste quitter après. Et ça vient beaucoup de l'anxiété de performance, mais aussi d'un désengagement ou d'un manque de sens, d'un manque de contact social qui crée beaucoup d'anxiété. Donc, formation pratico-pratique. Ensuite, facteur important, il y a toute la place qu'on donne aussi au jumelage avec d'autres collègues. Donc, quand on sonde, puis peu importe que ce soit avant la pandémie, pendant ou après la pandémie, là,
les différentes études qui ont été faites sur ce que les jeunes cherchent dans un milieu de travail, là, mettons par ordre de priorité. Ils cherchent un milieu qui est stimulant, qui est agréable, qui est humain, qui bouge, qui est à l'écoute de leurs besoins, qui est accueillant. Et ensuite viennent en dernier lieu, tu sais, la réputation, par exemple, de l'employeur ou les avantages, etc. Donc, et c'est là aussi où il faut penser, tu sais, la génération, les milléniaux avant, c'était la génération où on allait miser, par exemple, tu sais, sur un climat de travail expérientiel, tu sais, un peu à la Google, qu'on a beaucoup vu, là, aussi, tu sais, avec les bars à bonbons, les beanbags, ces affaires-là. La génération Z, là, c'est une génération qui a compris que ça, oui, c'était une expérience qui était cool, mais ça venait aussi avec des fois une pression aussi, puis avec le fait qu'on passait plus de temps au travail. Donc, eux, quand ils vont arriver, ce qu'ils vont vouloir voir a priori, c'est pas tant le plaisir, on va dire, le plaisir matériel, mais que le plaisir des relations humaines aussi autour. Alors, la période d'accueil d'intégration doit beaucoup miser sur ça. Et finalement, justement, il y a la place de l'autonomie et du sentiment d'efficacité personnelle qui est importante. Donc, moi, je trouve ça toujours intéressant de discuter, en fait, d'aller vers le jeune ou la jeune et de discuter de cette période de formation-là, d'intégration-là, de manière authentique, vulnérable aussi par rapport à est-ce qu'il y a des choses que tu peut-être as déjà faites par le passé puis que tu penses que ça va être plus facile? Est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquelles tu as plus de crainte et tout? Et de peut-être moduler le niveau, justement, d'autonomie, d'indépendance plus rapide sur certains aspects que d'autres pour que rapidement, ils puissent avoir tout de suite une gratification, parce que c'est ça aussi qui est important, là, c'est la rapidité de la gratification, donc de se sentir compétent dans une chose, à très, très court terme. Donc, et là, ça, on peut penser, là, quand je dis court terme, là, dans la première semaine de l'emploi. Donc, si c'est je dis n'importe quoi, mais si c'est quelqu'un qui adore faire des présentations orales, parler en public et tout, ben on veut le mettre rapidement en service à la clientèle pour donner comme des conseils et lui faire un feedback rapide aussi sur ça. Alors, l'accueil, la phase d'accueil et d'intégration devrait faire le lien entre ce que vous avez discuté sur les motivations, les rêves, les valeurs pendant le processus de recrutement et ce que vous offrez. Le lien humain et des objectifs scindés à court terme sont super importants et surtout le feedback en continu. Je ne vais pas passer au travers de cette slide-là, mais je vous ai mis donc des exemples. C'est un outil de coaching, mais je vous ai mis des exemples, en fait, de questions ouvertes qui favorisent le développement, qui favorisent aussi le feedback que vous pouvez utiliser dans les périodes de rétroaction avec vos jeunes employés étudiants. Là, à ce stade-ci, donc, on a fait la moitié de l'expérience de travail de Laura. J'ai envie, dans le fond, de peut-être prendre vos questions, de voir qu'est-ce qui vous préoccupe à ce stade-ci, avant qu'on passe aux 2 dernières étapes de l'expérience de travail de notre jeune employée étudiante. Donc, Lisa, je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions particulières par rapport aux 3 premières étapes. En fait, moi, j'avais reçu des questions là, en privé. Donc, la première question que j'aurais, c'est quoi le meilleur moyen pour rejoindre les jeunes, donc pour les attirer? Est-ce que tu as des exemples de pratiques innovantes pour les attirer, puis pour faire découvrir rapidement la marque employeur qui se présente aussi après en entrevue? Oui. Donc, comme je l'ai mentionné, dans le fond, au niveau des moyens, ce qui fonctionne encore le plus, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est vraiment de miser sur le réseau humain de prime abord. Fait que, on peut penser offrir des incitatifs à vos employés actuels pour qu'ils en parlent autour d'eux, mais au-delà de ça, dans le fond, il y a en fait,
il y a beaucoup l'aspect événementiel, l'aspect lien familial. Au niveau des choses à penser, surtout, je parle plus au niveau des secteurs manufacturiers, au niveau des secteurs peut-être plus commerce de détail et tout. On va beaucoup encourager, si vous avez des employés qui, eux, ont des ados, de, par exemple, créer une journée famille pour qu'ils viennent voir, qu'ils soient motivés aussi. Puis, tout part aussi de votre culture profonde de l'organisation. Si vos employés adultes parlent de votre milieu positivement, bien, ça va avoir aussi une influence sur les jeunes. Fait que le bouche à oreille, quand on parle des moyens, c'est la principale source de recrutement pour les employés étudiants de la génération Z. Donc, partant de ça, la famille, c'est un vecteur. Ensuite, le milieu scolaire, c'est un autre vecteur qui est important. Donc, les professeurs, ce qu'on voit à l'école a une influence. Donc, ça peut être intéressant aussi de créer des partenariats. On pense à, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes dans le secteur de l'alimentation, vous pourriez approcher, dans le fond, la polyvalente de votre secteur pour dire, dans un cours de sciences, on pourrait faire un atelier conjoint sur... je dis n'importe quoi, la science des aliments, ça vous tente-tu? On offre le matériel et tout ça. On sait que le secteur de l'éducation aussi est à la recherche d'activités innovantes puis de partenariats pour favoriser un maillage très pratico-pratique avec le milieu du travail. C'est aussi l'intérêt du secteur de l'éducation en ce moment, c'est d'offrir un accès à des sources de motivation jeunes. Donc, autre moyen. Puis finalement, j'ai beaucoup parlé de l'aspect vidéo, donc plus que de l'aspect écrit. Oui, ça peut être une chose, d'afficher votre poste sur, Place aux jeunes en région, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison des jeunes, ces choses-là. Mais c'est plus nécessairement, le réflexe qu'ils vont avoir, d'aller dans un endroit qui affiche des emplois. Fait qu'il faut les retrouver où ils sont déjà. Vidéo à travers, si vous avez déjà des jeunes employés, là, encouragez-les, avec une politique, évidemment, parce que bon, il y a aussi des aspects, on va dire, des counter-side, un envers du décor à laisser, par exemple, vos employés être ambassadeurs de la marque, mais ça va vraiment avoir un grand impact. Donc, ça, c'est vraiment les moyens de prédilection là, que je propose. Sinon, l'idée, c'est toujours d'être en mode design. Donc, d'être en mode design d'expérience et de penser à ce que vous offrez spécifiquement. Donc, j'ai travaillé récemment avec une association de camps de vacances dans une région. Et eux, dans le fond, allaient recruter principalement des animateurs qui sont dans des polyvalentes, qui sont plus éloignés des camps. Puis ils avaient besoin aussi, dans le fond, ce qu'ils se rendaient compte, c'est que souvent, ils perdaient leur animateur parce que là, après 2 semaines, ils se rendaient compte qu'ils dormaient dans un dortoir ou ils étaient dans la nature, puis ça ne cliquait pas et tout ça. Donc, l'idée, eux, ce qu'ils ont fait, c'est de dire, nous, ce qu'on cherche, c'est du monde qui sont intéressés par le plein air, qui sont intéressés par les jeunes, qui veulent vivre une expérience, transformatrice. Puis, nous, le ludisme, c'est au cœur de ce qu'on fait comme camp de vacances. Ils ont littéralement décidé d'organiser un camp, une journée de camp à l'extérieur, dans le fond, pour les étudiants de la polyvalente. Avec des activités, des parcours, des choses comme ça, où les moniteurs, en fait, puis de l'été d'avant étaient là pour en parler. C'est comme ça qu'ils ont fait une partie de leur recrutement. C'est pas en affichant un post, c'est pas en faisant des vidéos, c'est littéralement en disant, OK, c'est là qu'on va aller, puis ce qu'on veut traduire de notre culture, de notre expérience, c'est ça, on va la faire vivre. Alors, voilà des exemples. J'espère que ça va. Moi, puis si je peux ajouter quelque chose par rapport aux vidéos, souvent, ce que j'entends quand on a des employeurs, ils me disent « Ouais, mais je ne suis pas bon à faire ça, je ne suis pas habituée. » Puis il faut savoir que ça n'a pas besoin d'être léché. Au contraire, les jeunes aiment ça quand c'est assez upfront, là, comme ça vient. Donc, c'est vraiment pas nécessaire que ce soit parfait, là, au contraire. L'autre question, en fait, c'est 2 secteurs. Le secteur des usines qui disent c'est pas facile de faire de la promotion là, pour nous autres, c'est pas payant, puis c'est pas super attractif. Et aussi pour le secteur militaire, le monde militaire. Est-ce que tu as des exemples à donner pour ces 2 secteurs-là? Des exemples. Bon,
c'est très drôle parce que mon petit frère à moi est recruteur dans les forces armées. Fait que c'est drôle parce que j'ai eu une discussion là-dessus récemment avec lui. La première chose que je vais dire, c'est que je vais ramener justement à cette idée-là de design empathique, donc de penser à qui va venir travailler pour nous, puis c'est quoi leur valeur, puis c'est quoi leur ambition. Quand on passe, par exemple, aux forces armées, évidemment, on va vouloir axer ça sur, c'est sûr que c'est pas tous les métiers, là, mais il y a différents aspects qui peuvent aller chercher différents types de jeunes. C'est sûr que pour tous les métiers, on va dire plus de terrain, de combat, on est axé beaucoup sur le physique, sur le dépassement de soi, sur des notions aussi de très tangibles, de pratico-pratique. Et ça va parler, dans le fond, à un certain type aussi de jeunes de la génération Z et surtout à ce stade-ci aussi, où c'est ça, des fois, le milieu scolaire fait moins de sens actuellement. Donc, dans les moyens, mettons, pour les forces armées, l'expérientiel, le concret, de le vivre, c'est quelque chose qui va être vraiment, je pense, à mettre de l'avant en fonction du type de jeunes qu'on va aller chercher. J'ai parlé aussi tout à l'heure du retour de l'importance des perspectives d'emploi. Quand je pense au secteur militaire, moi, j'ai des amis, en fait, qui ont fait le choix d'aller dans l'armée parce qu'on venait je m'inclus là-dedans, je viens d'un milieu rural, économiquement un peu défavorisé. Donc, il y a des gens, moi, je connais des gens, c'est ça, qui ont fait le choix d'aller vers ça parce que les études étaient payées, parce qu'il y avait une certaine stabilité qui venait après, etc. Donc, il y a peut-être ces avantages-là aussi à mieux faire connaître. Je pense que c'est méconnu. Puis, la génération Z, c'est celle aussi qui conçoit beaucoup les études postsecondaires universitaires comme très importantes pour avoir accès à un bon emploi. Donc, c'est des choses que je tenterai de mettre de l'avant pour le milieu des forces armées. Pour le milieu, puis tout le côté pratico-pratique, tangible, je l'applique aussi au secteur manufacturier. Je pense que le secteur manufacturier, une des épingles qui peut être tirée du jeu au niveau de l'attractivité, c'est la possibilité de flexibilité versus d'autres emplois. Puis je sais que ça ne s'applique pas nécessairement à tous, mais ce que j'ai vu, là, je reviens encore à mon exemple d'entreprise de portes et fenêtres, c'est que comme on est sur des emplois qui ne nécessitent pas nécessairement une continuité dans la tâche, puis qu'on est plus sur des corps de travail, bien, il peut y avoir un effort qui est fait justement pour venir peut-être offrir plus de postes à temps partiel, plus de corps de travail flexibles, peut-être des heures aussi des fois comme... Puis c'est sûr que ça a l'air d'engendrer à court terme un investissement du côté des RH et tout, mais ça peut devenir vraiment un facteur d'attractivité. Donc, d'offrir des heures plus courtes, par exemple, sur certains chiffres de travail, ça peut être des facteurs d'attractivité à mettre de l'avant puis à développer. Lisa, est-ce qu'il y a autre chose? Bien, je veux juste dire qu'en fait, tu viens de parler de quelque chose d'important. Tout le côté flexibilité de l'horaire, c'est effectivement très attractif. Puis de savoir que pendant l'année scolaire, ils vont pouvoir adapter ça aussi à leur horaire des études, par exemple. Ça va aussi favoriser toute la conciliation entre le travail, la réussite éducative des jeunes. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne façon de jumeler plusieurs éléments là, qui sont favorables, dans le fond, pour eux. C'est sûr que les jeunes aujourd'hui veulent pouvoir avoir l'espace pour dire, ben, je demande ça prendre congé. Fait que je trouve qu'en tout cas, moi, c'est un des moyens que je trouve vraiment super. Je pense qu'on va passer au reste parce qu'il est déjà 9h15. Je te laisserai aller avec le reste, puis on va revenir pour un deuxième bloc là, dans peu de temps. Puis la dernière chose que j'ai envie de répondre par rapport aux questions militaires, le secteur manufacturier, je vous ramène à la notion de curiosité puis d'empathie, puis de vous mettre à la place des gens que vous essayez de recruter et de repenser à cette notion d'iceberg du début que je vous ai mis là. Donc, d'aller interroger les jeunes sur c'est quoi la perception qu'eux, ils ont de votre secteur. C'est quoi
les préjugés, c'est quoi tu sais, que vous pouvez aussi déconstruire. Quand je pense au secteur militaire, puis je me dis, j'ai une génération qui veut penser à la planète, à la paix, à l'égalité et tout, bien, c'est sûr que, tu sais, la première chose qui nous vient en tête, c'est pas nécessairement que l'armée était dans les CHSLD pour aider ou que l'armée canadienne va être principalement déployée, dans le fond, dans des cas de catastrophes naturelles pour aider justement les populations vulnérables, alors que ça, c'est des facteurs de sens qui sont importants pour cette génération-là. Donc, pensez à qu'est-ce qui est perçu de votre secteur, posez des questions. Moi, je vous dis, si vous ne côtoyez pas des ados, allez, tu sais, trouver des gens qui peuvent vous mettre en contact avec des ados pour leur poser les questions. Je me suis occupée du marketing, dans le fond, de l'organisme Academos pendant 2 ans. Ben, moi, j'ai appelé mes amis qui avaient des ados, puis j'ai dit, écoute, je fais livrer de la pizza chez nous, puis je veux jaser avec elle de TikTok. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de TikTok. Tu sais. Puis j'ai passé une soirée avec elle à les regarder, à voir comment ils utilisent ça, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles trouvent drôle, qu'est-ce qu'elles trouvent pas drôle, pour ensuite, après ça, être capable de penser à une stratégie marketing, tu sais, qui résonne. Bref, donc, je reviens à l'étape maintenant de gérer, mobiliser la génération Z aussi. Et là, il y en aurait long à dire avec le temps qui nous reste. Je vais vouloir survoler le sujet davantage. Les 3 facteurs les plus importants pour mobiliser les jeunes, c'est l'autonomie, le sentiment d'appartenance et le sens d'efficacité personnelle. Et qui est intimement lié aux défis et aux besoins d'apprentissage. C'est aussi l'accès au numérique, donc à la technologie. Si vous avez des emplois qui permettent de tester des choses, d'avoir accès à différents outils aussi, d'être dans le multitasking ou de reconcevoir un poste pour favoriser davantage le multitasking plutôt qu'un seul type de tâche, déjà là, c'est un facteur de mobilisation qui est important. De laisser aussi, dans le fond, c'est important donc de stimuler les défis, l'apprentissage, mais de manière autodidacte pendant que c'est ça, l'employé est en poste. Et la reconnaissance est très, très importante. Donc, je vous ai mis, donc pour les prochaines minutes, on va se mettre dans la peau de Laura, qui a eu une super intégration, est vraiment motivée et là, elle occupe son poste dans l'animalerie à tous les jours, pendant l'été, avant de commencer à 2 soirs semaine à l'automne. Et on va se mettre dans la tête de ce que vit Laura dans un poste qui l'engage et la mobilise pleinement. Je le dis, je le redis, donc la motivation au travail, c'est une question du sens, même pour un emploi d'été ou à temps partiel. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les attentes de la génération Z face à comment ils vont être engagés et mobilisés dans un emploi, peu importe qu'est-ce qu'il est, ils amènent un changement sur le marché du travail qui n'est pas juste bon pour eux. Ce que les études récentes en management disent, c'est que les attentes que cette génération-là avait avant la pandémie et a toujours, c'est devenu les attentes, en fait, des travailleurs face au travail du futur. Donc, de changer certaines pratiques de gestion, ce n'est pas de juste le faire pour eux, c'est de le faire aussi dans une perspective d'inclusion et pour tout le monde également. Donc, qu'est-ce qu'un jeune employé étudiant engagé fait différemment? Il a envie, en fait, de contribuer. Il a envie aussi de fournir des idées créatives, d'innover, comme j'en ai parlé au début. Et surtout, dans le fond, il est dédié à se dépasser, peu importe le type de tâche, dans le fond, qu'il a. Et c'est parce qu'il y trouve du sens. L'engagement passe par 4 niveaux. Donc, est-ce que mes besoins de base, dans le fond, sont répondus? Les besoins de base, bien, il faut les découvrir en fonction de votre secteur, en fonction de votre type de poste. Les besoins de base, ça ne va pas juste être le salaire, ça va être le salaire, l'horaire, la reliance humaine. Les besoins individuels vont être ceux, justement, plus en lien avec les défis, l'apprentissage, maximiser mes forces
aussi, plutôt que de me faire taper sur la tête en fonction de ce que je fais pas nécessairement correct. J'ai l'impression aussi que je fais partie d'une équipe, mais j'ai l'impression que mon équipe voit ses besoins aussi répondus. T'sais, ce que je vais voir au quotidien des autres autour de moi va largement influencer ma motivation puis mon engagement. Donc, si je vois mes collègues qui, inversement, par exemple, je ne sais pas, vivent des conflits au quotidien qui ne sont pas réglés ou n'ont pas accès à de l'information puis sont démotivés, ça va m'influencer directement. Donc, Laura, pendant la période de son emploi, peu importe, dans le fond, son âge, son identité de genre, sa culture, elle est capable de se dire les choses suivantes au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'elle est engagée. La première, c'est « je sais ce qui est attendu de moi ». J'en ai parlé tout à l'heure de l'importance, même dans la période d'intégration, de l'attente de performance puis de courbe d'apprentissage, mais de l'attente aussi au quotidien, après ça, une fois qu'on est dans le poste, donc s'il y a de la performance chiffrée ou de l'attente de savoir-être, c'est explicité. Tout comme les délais, si c'est un poste étudiant, par exemple, de commis de bureau, ces choses-là. Ensuite, Laura est capable de se dire qu'elle a tout ce qu'il faut pour réaliser son travail aussi. Donc, il ne lui manque pas d'outils. Elle a accès à l'information aussi au bon moment sur le bon sujet. Les moyens de communication sont clairs et adaptés aussi pour elle. Et là, je fais une aparté sur aussi un aspect important qui est celui des moyens de communication dans le contexte de travail, parce que c'est quelque chose qui, des fois, pose aussi problème, puis il y a un certain clash, si on veut. Il faut savoir que, justement, c'est une génération qui n'a pas les mêmes réflexes, notamment avec le courriel, et qui est plus dans l'instantanéité. Donc, si on veut, par exemple, communiquer les horaires, si on est dans le secteur manufacturier, puis qu'on offre beaucoup de flexibilité, ben, peut-être qu'on veut communiquer les horaires par texto plutôt que par courriel. Donc, c'est le texto. Bon, Messenger aussi, ça dépend de votre secteur, ça dépend de vos pratiques. Là. Je repense au cas d'une entreprise familiale ou d'un camp de vacances. C'est des employeurs qui ont mis sur pied des groupes Messenger pour faire circuler l'information beaucoup plus rapidement et ça favorise beaucoup plus la cohésion d'équipe aussi. Donc, pensez aux moyens de communication. Est-il adapté aussi à mes employés étudiants? Laura se dit aussi qu'elle utilise ses talents, ses forces, parce qu'on lui a permis, en fait, de les révéler, de les découvrir. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle considérait. Si elle ne le sait pas aussi, on peut penser dans nos avantages ou dans notre contexte de travail, de lui donner accès à des moyens aussi de découvrir ça. Si on a un département de RH avec des gens qui sont coachs ou si on a accès à c'est ça, des services, un partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi, bien, on peut aussi lui permettre de favoriser sa connaissance de soi et d'identifier ses forces. Elle a eu de la reconnaissance ciblée au cours de la dernière semaine, donc de la reconnaissance sur un comportement, sur un accomplissement, donc pas juste un bravo, good job, sur quelque chose de précis parce que c'est très, très important pour elle. Elle sent qu'on prend soin d'elle aussi comme humaine, donc elle n'est pas un numéro. Et la personnalisation, c'est quelque chose aussi qui est important pour cette génération-là. Elle trouve qu'on encourage son dépassement. Elle sent que son opinion est importante. Et surtout, comme on a pris le temps d'aligner notre description de poste avec nos valeurs, notre vision et tout, elle trouve que la mission de son employeur fait du sens pour elle. Son équipe est motivée. Et elle a au moins un ou une amie au travail avec qui elle discute. Puis, elle sent aussi qu'on l'a questionnée sur son futur, sur son avancement. Et elle sent aussi qu'on grandit au travail, que ce soit même si c'est un emploi d'été ou un emploi à temps partiel. Donc, c'est les éléments, en fait, pour favoriser la mobilisation et la gestion des employés étudiants.
je vois le temps qui file, j'ai envie d'arriver à la fin et d'ouvrir peut-être le chat pour vous demander, moi j'ai des pistes, mais vous demandez si vous, de votre côté, donc pour la dernière étape qui est de fidéliser, est-ce que parmi les gens, dans le fond, qui sont autour de la table en ce moment, il y en a qui ont mis, par exemple, en pratique des nouvelles idées pour s'assurer que leurs employés deviennent des ambassadeurs ou qu'ils reviennent l'été suivant ou qu'ils continuent, par exemple, pendant l'année scolaire, leur emploi? Est-ce qu'il y en a qui, peut-être, qui ont des innovations à partager à tous? C'est le temps de les mettre dans le chat. Je suis curieuse de voir ce qui peut émaner. En attendant, est-ce que je peux me permettre une question qu'on a eue? Comment favoriser les complémentarités intergénérationnelles dans un même milieu de travail? Au niveau de cet aspect-là, la première chose qui est importante, je trouve, c'est de créer en fait un espace, donc de favoriser, l'employeur devrait favoriser l'espace de maillage puis de dialogue, par exemple, entre un employé plus senior qui va mentorer l'employé junior, parce que ça, c'est souvent le premier défi. Si l'échange ou le jumelage se fait toujours, par exemple, dans un contexte de rétroaction négative ou dans un contexte de directive, alors que c'est une génération justement qui s'attend à l'équité, à l'égalité, au dialogue, à l'authenticité, ça crée déjà un clash de leur côté à eux aussi. Donc, la première idée, moi, que j'apporte toujours, c'est de dire, comment on peut créer un espace sécuritaire pour qu'il y ait un échange, puis qu'il y ait un échange où on démontre de l'ouverture des deux côtés. Donc, un employé plus senior peut vraiment prendre une posture de mentor. Je pourrais envoyer la documentation là, en lien avec le mentorat aussi, Lisa, en questionnant l'employé de la relève sur tout ce que j'ai mentionné, ses ambitions, tout ça, en lui partageant son histoire aussi, puis en s'intéressant à celle de l'autre. Donc, l'espace sécuritaire se fait justement dans un contexte où on est capable d'être calme, détendu et de faire preuve vraiment de vulnérabilité, donc de s'ouvrir, parce que c'est aussi une attente qu'il y a. Donc, une fois que ça c'est fait, justement, il y a un dialogue qui peut s'installer. Et donc, ça, c'est toute une première chose. Puis la deuxième, c'est de prendre part activement, par exemple, à de la formation sur la communication interculturelle, intergénérationnelle, sur la gestion de conflits, sur les biais, pour que nos équipes aussi soient conscientes de l'impact de leur personnalité, leur histoire sur comment ils voient des gens différents à eux. Et ça fait en sorte que généralement, on commence aussi à être capable d'être dans la curiosité et l'empathie. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, être proactif dans créer le moment entre les deux générations, puis être proactif aussi dans de la formation sur le changement de comportement en lien avec la réflexion par rapport à ça. Merci, Éléonore. Tu avais posé une question, alors je m'excuse, ça va être comme ça pour l'enregistrement aussi, mais quelqu'un disait, on a créé une application avec les jeunes pour qu'ils puissent ajouter leur disponibilité en fonction de leur horaire d'études à l'avance, puis à la dernière minute aussi. Donc, ça, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Donc, dans les documents qu'on vous enverra, on répondra à la question de façon un petit peu plus précise. Oui. Puis, j'avais quelqu'un d'autre qui disait tout à l'heure qu'il faisait une activité de laser tag payée par l'employeur. C'est quand même des éléments qui sont assez intéressants pour les retenir. Oui. Donc, le plaisir, l'appartenance, de créer ces moments-là, donc de créer des moments où ils peuvent socialiser avec justement les collègues, mais pas nécessairement dans le contexte juste de travail, ça va créer une expérience positive définitivement. Carte cadeau mensuelle. Donc, il y a quand même quelques idées qui sont là. Juste pour vous dire qu'on va reprendre ces idées-là et on va les ajouter. Là, Oui, merci Lisa d'avoir partagé les exemples d'innovation des différents employeurs. Ça reflète bien les stratégies que j'ai envie de vous présenter, que vous pouvez mettre en place pour retenir puis fidéliser aussi vos employés étudiants sur plus d'une saison ou d'une session au sein de vos entreprises. La première chose à tenir en compte, c'est évidemment votre investissement dans leur persévérance scolaire et leur exploration aussi professionnelle. Ils sont à un moment charnière actuellement
où justement leur première expérience d'emploi étudiant va forger, comme je le disais en début de conférence, la vision qu'ils vont se faire du marché du travail. Et c'est cette vision-là qui va aussi les encourager à poursuivre ou non leur étude. Donc, au-delà de maximiser la rétention de vos employés étudiants, vous investissez aussi dans l'éducation de toute une génération. Donc, c'est important de garder en tête cette première stratégie-là. En lien avec celle-ci, on se rappelle que parmi les préoccupations de la génération Z, la qualité de vie au travail tient une place vraiment importante. Donc, le bien-être, on garde en tête que le bien-être d'un employé étudiant est directement lié aussi à sa conciliation travail-études à la période où il se trouve. Donc, un premier élément en lien avec ce type de stratégie-là, ça peut être de vraiment penser à des moyens de rétention qui sont en lien avec la poursuite des études, offrir des bourses d'études, des participations à des événements spécifiques en lien avec leur intérêt, que ce soit des intérêts professionnels ou des intérêts à l'extérieur du travail. Investir dans de la formation aussi ciblée, c'est une bonne option. Donc, on peut garder en tête que la reconnaissance, ça ne signifie pas nécessairement une augmentation du salaire. Ça peut être aussi toute une gamme d'avantages qui ne sont pas non plus que des assurances ou autres, mais vraiment de l'investissement dans le développement de leurs études. N'hésitez pas non plus d'entrée de jeu, au moment du recrutement, là, ou au-delà de questionner ce qui les intéresse, ce qui les motive de manière générale, à les questionner sur leur ambition professionnelle, sur leurs doutes, sur leurs craintes, même si ce n'est pas nécessairement en lien avec le poste. Parce que vous pourriez être surpris des liens que vous pourriez faire. Je donne un exemple. Peut-être que vous engagez un jeune comme commis étalagiste dans votre pharmacie, mais il est à la fin de son secondaire, puis il compte rentrer dans une technique de comptabilité, puis parce que, son père ou sa mère fait ça, ça l'intéresse, il aime les chiffres, il est bon en mathématiques, bien, vous pourriez déjà le retenir, le mobiliser en lui proposant notamment d'explorer les responsabilités en lien avec ça au sein de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je l'ai mentionné dans la portion sur la mobilisation, la gestion. La génération Z, c'est la génération que je vais dire qui préfère les missions, on va dire les missions à accomplir dans une organisation plutôt qu'une profession ou un métier spécifiquement. Donc, c'est une caractéristique de la génération Z qui a grandi au rythme des crises, notamment de la dernière crise de la COVID. Elle a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Donc, c'est une génération qui va être beaucoup plus motivée si on lui donne, par exemple, un contexte avec un objectif clair à accomplir et de l'autonomie pour le faire. Alors, pourquoi pas aussi favoriser l'exploration professionnelle puis la rétention? Par exemple, en disant, écoute, tu travailles tout l'été, à l'automne, on va convenir d'un horaire qui va être différent, qui va être adapté à ton horaire scolaire et on pourra prévoir peut-être 1 heure par semaine où tes tâches seront plus en lien avec X, Y, Z, qui lui permet d'explorer quelque chose en lien avec ses aspirations professionnelles. Alors, ça, c'est une première stratégie. Puis, je trouve que c'est important de souligner que dans un dernier sondage réalisé par la firme Léger auprès des Québécois de 18-34 ans qui ont pensé à décrocher ou qui ont raccroché, ce qui était ressorti, c'est que 32% des jeunes qui ont décidé de persévérer à l'école ont indiqué que les encouragements de leur employeur avaient fait une grande différence. Et quand on regarde du côté des jeunes décrocheurs, ceux qui sont retournés finalement à l'école, on est autour du même pourcentage aussi, presque 34% ont indiqué qu'ils étaient retournés à l'école grâce à une expérience de travail positive. Alors, il ne faut pas négliger
la première stratégie de soutien justement à la persévérance comme un facteur, oui, de rétention pour vous, mais aussi un investissement social plus large. Donc, c'est une bonne idée aussi de vous impliquer dans questionner l'étudiant employé sur l'avancement de ses études, reconnaître sa persévérance, la valeur de son engagement aussi envers ses études, pas juste envers le travail qu'il exécute ou qu'elle exécute auprès de vous. Deuxième stratégie, j'en ai parlé un petit peu, donc il y a toute la notion justement des horaires. Donc, il y a quelqu'un qui a mentionné justement la création d'une application mobile pour faciliter la présentation des disponibilités du côté des employés étudiants. Donc, moi, je vous invite à, dès l'embauche, vraiment d'informer le ou la jeune sur la manière de formuler ses demandes d'allègement d'horaire. Est-ce qu'il y a des demandes de congés qui sont liées aux études? De vous informer justement sur la répartition de ces cours qui s'en viennent à l'automne ou à l'autre session pour justement lui permettre de voir que ça va être facile de conjuguer, de rester, de lui donner envie de rester aussi chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très lié de manière générale à la génération Z. Hein. Je pense que c'est important de retenir les mots autonomie, flexibilité, adaptabilité. Et de manière générale, c'est une génération qui va nous amener vers une organisation du travail plus flexible. Je pense que la pandémie, ça nous a déjà amené d'ores et déjà amorcer un virage vers plus de flexibilité, mais c'est une tendance qui va s'en aller qu'en s'accentuant, parce que c'est plus que 70% de la génération Z qui veut que l'entreprise pour laquelle ils vont travailler leur permette d'organiser eux-mêmes leur horaire de travail. Puis c'est un Z sur 2 qui souhaite aussi pouvoir travailler selon ses propres méthodes. Donc, ça va simplement aussi, je pense, faire une corrélation avec les changements auxquels on assiste suite à la COVID. Et pour ceux à qui ça s'applique, là, parmi les employeurs, ce que ça veut dire aussi, on peut penser dans les moyens aussi de rétention, fidélisation, à l'essor des espaces de coworking qui engendrent aussi plus de flexibilité. Il va falloir vraiment penser peut-être à adapter justement la gestion aussi du travail pour permettre plus de liberté. Je sais que ça s'applique peut-être moins au contexte manufacturier ou au contexte de commerce de détail, mais un exemple très concret que moi, j'avais mis en place dans mes équipes, en fait, de génération Z, c'était le simple fait, avant même la pandémie, de dire on a l'attente, le télétravail était déjà facilité, on a l'attente aussi, dans le fond, qu'il y ait une plage comme commune qui est entre 10h et 15h, où les gens sont sur Slack, sont disponibles pour les meetings, et à l'extérieur de ces heures-là, il n'y a pas de réunion de prévues et donc les gens peuvent adapter leur journée. Si certains matins, tu as envie d'aller, je sais pas, tu es à distance, tu as envie d'aller faire du surf puis de faire ta journée comme de 10h à 18h, tu peux. Inversement, si tu préfères la faire plus tôt, terminer à 15h, tu peux aussi. Et c'est pas obligé d'être toujours la même chose. Donc, il y a cette idée-là vraiment de concevoir la liberté puis la flexibilité qui est un facteur de rétention puis de fidélisation aussi important. Et c'est vraiment un avantage de taille là, pour cette génération-là. Et en même temps, ça nécessite, oui, un changement de culture organisationnelle et de type de gestion de fonds, mais c'est un changement aussi qui, d'un côté plus général, est lié souvent à un impact où on va voir moins de présentéisme de manière générale chez les employés. On va voir un meilleur engagement aussi. Et un fait à noter aussi, donc dans les idées pour favoriser la rétention, encore une fois, fidélisation, c'est de considérer que c'est aussi une génération qui envisage avoir plus d'un chapeau à la fois durant sa carrière.
Et je pense que ça peut commencer très tôt. En tout cas, moi, je l'ai vu. Donc, il y a des données qui indiquent que c'est presque un jeune de la génération Z sur 3 qui souhaite cumuler au moins 3 activités en parallèle, professionnelles ou non. Évidemment, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aussi qui est en croissance comme désir chez cette génération-là. Donc, on va vraiment sans doute assister à, de manière générale, pas juste pour les emplois étudiants, à un marché du travail qui va peut-être aller vers plus d'emplois à temps partiel. Moi, je l'ai aussi vu et géré dans mes équipes. Donc, j'avais des employés justement qu'on avait à 3 ou 4 jours semaine et qui cumulaient en fait soit le démarrage ou en fait le maintien d'une petite entreprise en même temps que leur emploi. Et alors qu'on pourrait croire que ça serait un facteur de diminution de la qualité du travail ou de l'engagement, c'est au contraire complètement l'inverse qui se produit. C'est en tout cas dans le cas que j'ai expérimenté, c'était les plus performants. Parce que justement, ils ont un sens de l'organisation. Ils sont souvent très heureux d'avoir l'opportunité de pouvoir justement se consacrer à leur entreprise tout en ayant une stabilité de revenus. Donc, l'engagement, la motivation se trouve vraiment décuplé. Fait que l'idée de jongler avec l'horaire flexible pour favoriser la conciliation travail-études est importante et au-delà de ça, dépendamment, dans le cas des emplois, peut-être plus pour les étudiants universitaires et tout, cette idée-là d'aller vers une flexibilité qui permet aussi d'avoir peut-être un autre engagement, comme le démarrage d'une petite entreprise ou le soutien d'un projet de bénévolat qui leur tient à cœur ou l'implication dans une équipe sportive. Donc, et c'est important aussi de garder en tête que l'engagement des jeunes de la génération Z est lié à à la possibilité d'évolution du poste. Donc, j'en ai parlé plus tôt, ils ne cherchent pas une évolution en termes de statut, de gravir nécessairement les échelons, mais par contre, la possibilité que le poste puisse évoluer à travers des mandats qui sont différents puis qui peuvent les stimuler, les garder stimulés. Hein, c'est la génération multitasking. Donc, par exemple, on va vouloir ne pas remettre un employé étudiant nécessairement sur le même projet d'année en année, mais plutôt lui permettre de toucher à différentes choses. Alors, ça, c'est une deuxième stratégie. Autre chose, permettez-vous de les impliquer, dans le fond, pour prendre des décisions stratégiques pour créer des nouveaux projets, pour mettre en place, je faisais la blague plutôt de créer une nouvelle saveur de crème glacée à la crèmerie, mais c'est quelque chose qui est un facteur important de la fidélisation aussi. Donc, c'est l'équipe, puis la capacité aussi vraiment de toucher à des facteurs qui vont contribuer aux grands changements dans l'organisation, qui les motivent. L'importance qui est attribuée à l'équipe est énorme au sein de la génération Z. Donc, ça fait partie aussi des critères de fidélisation, pas juste la qualité de l'équipe que vous avez autour d'eux, mais aussi, c'est, comme je le disais, c'est l'ambiance de travail, les échanges avec les collègues. Donc, la fidélité des jeunes va être beaucoup plus en lien avec le côté social et collaboratif de l'expérience de travail que vous leur offrez. Et leur engagement et leur fidélité, c'est à garder en tête, ne s'exprime pas envers votre marque ou votre entreprise, mais bien envers votre équipe. Donc, il faut penser collectif. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a donné l'exemple des sorties laser tag et tout. C'est vraiment ça qui fait aussi la différence. Donc, d'offrir des expériences de groupe pour tisser aussi l'équipe, puis que ce ne soit pas juste centré sur le travail, ça peut être vraiment externe.
Puis, il y a aussi une question qui revient, qui me revient parfois, puis qui est en lien avec cette perspective d'équipe-là aussi. C'est celle du travail présentiel versus virtuel. Pour ceux, en tout cas, et celles à qui ça s'applique. Oui, on parle d'une génération qui est hyper connectée, qui a un lien extrêmement fort à la technologie et à leur téléphone aussi. Mais c'est aussi une génération qui est vraiment attachée au face-à-face. Donc, ça, c'est important aussi à tenir compte dans ce qu'on met en place pour les retenir. Parce que malgré l'hyperconnexion, justement, les jeunes de la génération Z sont sociables, puis accordent de l'importance aussi au tangible, à la connexion physique réelle. Donc, je lisais récemment dans une étude aussi qui a été faite en France, les chiffres étaient quand même énormes. C'était autour de 80% des jeunes de la génération Z qui s'attendaient à ce que l'entreprise pour laquelle ils travaillent leur propose un lieu de travail physique. Fait que ça peut vous servir aussi même pour tirer votre épingle du jeu quand on parle de l'étape 1 de l'attraction, si vous offrez une expérience en présentiel, mais évidemment hybride. Puis c'est aussi en lien avec ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie. Hein, ils ont vécu un isolement qui les a particulièrement affectés. Bien plus, par exemple, que les plus vieux à l'université et tout. Donc, d'offrir une expérience de travail avec du contact humain permet aussi de les retenir. Autre stratégie, donc, oser être vrai et authentique. Donc, miser sur la transparence, l'authenticité dans les modes de gestion. On veut expliquer pourquoi les décisions sont prises. On veut expliquer à quoi une tâche va vouloir servir aussi. On va vouloir aussi partager des objectifs, les résultats, des projets plus généraux de l'organisation. C'est des jeunes qui sont habitués, c'est ça, d'avoir une vision d'ensemble. Donc, ils sont motivés, oui, par les défis, par l'apprentissage, mais aussi par la compréhension. Et ils sont habitués, oui, à un temps d'attention qui est plus réduit. Oui, c'est très axé sur la vidéo, là, mais nonobstant, si vous donnez accès à de l'information de manière transparente aussi, en lien avec les différentes tâches, même si c'est des petites tâches dans une entreprise là, de commerce de détail et tout, vous allez voir que ça va susciter plus aussi d'engagement. Puis finalement, dernier moyen aussi de retenir, de fidéliser, donc c'est de miser vraiment sur le management de proximité. J'en ai parlé, je pense, à chacune des étapes de l'expérience employée, mais les jeunes de la génération Z ont cette attente-là envers leur patron, leur gestionnaire, d'avoir plutôt un coach, quelqu'un qui favorise la cohésion d'équipe plutôt qu'une personne qui organise le travail. Donc, il y a vraiment un facteur lié, en fait, il y a une corrélation entre la rétention des employés et la légitimité qu'ils perçoivent de leur gestionnaire. Donc, et cette légitimité-là, elle vient vraiment de la posture que les gestionnaires vont adopter. Une posture vraiment de joueurs d'équipe, puis une posture aussi qui est très axée sur la facilitation des relations humaines, sur la médiation en cas de conflit. On va parler d'une gestion aussi qui va être beaucoup plus horizontale que verticale, qui va être vraiment la source aussi de la fidélisation de cette génération-là. Donc, c'est aussi une autre stratégie à penser. Et je l'ai mentionné à l'étape précédente, mais je le rementionne là aussi par rapport au management, la reconnaissance et l'évaluation en continu sont des facteurs qui sont vraiment importants aussi dans la rétention. Donc, pensez à mettre en place des mesures qui favorisent l'échange, le dialogue sur une base hebdomadaire avec ces employés-là et ça va faire une différence aussi dans le fait qu'ils vont vouloir rester et aussi parler en bien de vous.
parce qu'ils ont un besoin d'accomplissement. Que même si c'est dans le cadre d'un emploi étudiant, je t'ai parlé tout à l'heure de l'augmentation aussi de l'anxiété de performance. Il y a un besoin de reconnaissance lié aux résultats, mais aussi lié à l'investissement dans le travail. Donc, pas juste j'ai bien réalisé ma tâche. La reconnaissance qui est attendue, la génération Z aussi, est en lien avec l'impact qu'ils ont de manière plus large dans leur travail. Donc, ça peut être important de souligner justement comment ils contribuent à la dynamique d'équipe ou comment ils ont contribué à faire évoluer la nouvelle sorte de crème glacée à la crèmerie, par exemple. Alors, voilà. Et ben, je pense que si j'avais à résumer en un seul mot le changement majeur que la génération Z apporte sur le marché du travail, je le ferais en parlant de l'humain. Et c'est ce que je trouve beau de travailler avec cette génération-là, de travailler aussi avec des employeurs qui veulent mieux accompagner et accueillir la génération Z. C'est l'importance toujours croissante qu'ils accordent justement à la place de l'humain dans tout ce qu'on fait, à la place de l'environnement aussi dans tout ce qu'on fait. Et le lien aussi qu'ils font entre le sens au travail. Donc, c'est une génération qui n'a pas le désir nécessairement de s'accomplir, pas uniquement dans le travail, mais qui veut s'accomplir dans la vie en général, qui a une perception, en fait, de sa place comme citoyen et citoyenne de notre monde avant toute chose. Donc, l'accomplissement au travail, ça ne suffit plus. Et ça explique le virage majeur, dans le fond, que cette génération-là apporte à l'entreprise. On a eu la génération X qui considérait que l'entreprise avait beaucoup à leur apporter, un salaire, un statut, et qui, ça faisait en sorte que cette génération-là avait un sentiment de devoir, d'être redevable, qui était porté par la crainte de perdre son emploi. Ensuite, on a eu les Y qui envisageaient plus l'équilibre dans leur rapport à l'entreprise, qui se sont mis dans une posture un peu plus gagnant-gagnant. Ça a été la génération plus nomade digitale, effectivement. Et eux percevaient l'entreprise comme une entité, oui, qui apporte un salaire aux salariés, mais dans un rapport où le salarié apporte aussi à l'entreprise ses compétences, sa force. Mais les Z, eux, c'est ça qui a à retenir, privilégient un rapport qui est émotionnel, qui n'est pas juste rationnel à l'entreprise. Et ce rapport-là, il est poussé par leur volonté d'être heureux, par la volonté de nourrir leur passion. Et la fidélité de devoir que les autres générations précédentes avaient, de devoir avoir un emploi, de devoir quelque chose à l'entreprise, bien, elle s'est substituée à une fidélité qui est choisie, qui est conditionnée par le bien-être au travail et la capacité de l'entreprise à satisfaire les aspirations professionnelles de cette génération-là. Donc, j'espère que ce que vous allez retenir aussi, c'est que comme je le disais en début de conférence, des fois, on va dire on a l'impression que les jeunes sont ci, ils sont ça et tout ça. On a l'impression d'être loin d'eux. On a l'impression qu'ils nous bousculent. Alors que pour éviter le conflit générationnel, c'est une question qui est revenue tout à l'heure, pour éviter le conflit générationnel, c'est important de garder à l'esprit que la génération Z n'est pas la cause des changements dans nos organisations, mais plutôt leurs symptômes, leurs conséquences. Ou encore, moi, j'aime bien dire leur porte-parole. Le fondement de toutes les transformations existe déjà dans notre société, puis on est tous concernés par ces changements-là. Que ce soit les changements climatiques, que ce soit l'accroissement des inégalités sociales, la pauvreté, etc. Nos aspirations communes tendent à évoluer vers celles que portent les jeunes de la génération Z.
Et c'est sûr que ça se manifeste plus vivement, puis que ça se manifeste aussi au quotidien quand on vient pour les recruter. Alors voilà, j'espère que ça a su vous inspirer et vous donner des pistes d'action pour mieux attirer, recruter les jeunes de la génération Z et vous assurer de les garder mobilisés sur une plus longue période. Merci Lisa, merci Éléonore. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi Éléonore d'avoir pris ce moment-là aujourd'hui. Il y a aussi, je vous dirais, beaucoup d'informations dans l'onglet discussion dans le chat là, qui va certainement nourrir nos communications et nourrir les différents outils là, qui vont être mis à votre disposition. J'en profite juste pour remercier à nouveau là, nos partenaires, nos collaborateurs dans l'organisation de ce webinaire-là, donc Conciliation Études Travail, Estrie et également Entreprendre Sherbrooke. Alors, sans eux, là, toute la mobilisation des différents partenaires n'aurait pas été possible aujourd'hui. Alors, j'espère que les informations que vous avez reçues ce matin vous ont permis de mieux connaître les jeunes de la relève, de vous outiller aussi tout au long du processus d'embauche puis de la gestion des étudiants employés et des stagiaires. Vous allez recevoir, là, je vous dirais probablement aujourd'hui ou plus tard demain, un sondage d'évaluation. On vous invite à prendre quelques minutes pour y répondre. Ça va nous permettre de nous améliorer. Et vous recevrez également là, au courant de la semaine prochaine là, tous les documents qui ont été annoncés, donc l'enregistrement du webinaire, le PowerPoint, les outils qui ont été mentionnés dans le cadre de l'invitation, donc le guide de réflexion pour mieux positionner votre image de marque, un aide-mémoire pour désigner votre entreprise, votre expérience employée. Mais on va aussi vous envoyer 2 outils supplémentaires, donc un outil tout frais, tout chaud qu'on vient de développer qui s'appelle la gestion des étudiants employés tout un heure, ainsi qu'un lien vers un guide pour outiller les alliés de la diversité en entreprise. Alors, encore une fois, si jamais vous voulez avoir de l'information sur une base plus régulière sur la gestion des étudiants employés et des stagiaires, inscrivez-vous à notre infolette Conciliation Études Travail Estrie. C'est une infolette qu'on diffuse à nos entreprises, je vous dirais 8 à 10 fois par année. Il y a toutes sortes d'informations à l'intérieur de ça. Alors, encore une fois, un gros merci à vous. Un gros merci à toi, Éléonore, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée tout le monde. Merci à vous pour l'invitation et j'espère vraiment que nos employeurs autour de la table repartent avec des trucs, mais surtout une façon inspirante de concevoir cette relève-là comme un vecteur de développement, puis un vecteur de croissance pour les entreprises et non pas comme un facteur de conflit ou d'incompréhension ou de choc. Au contraire, c'est notre avenir et c'est normal qu'il bouscule nos façons de faire. Merci pour ce mot de la fin. Bonne journée tout le monde.